Avoir la classe, qu'est-ce que c'est? Une élégance innée, magnifier un art admiré de tous. La légende, sujet de ma vidéo aujourd'hui, nous a quittés à la fin de l'été 2010, un mois seulement après avoir commenté une dernière fois le Tour de France. Transmettre sa passion pour le vélo par les actes ou la parole était le seul objectif d'un des plus grands coureurs des années 80. Tout de suite, la légende Laurent Fignon. Tout commence à Paris, où il voit le jour en 1960. Dans une famille modeste, le jeune blond à lunettes, qui lui vaudront avec sa science de la course le surnom d'Intello, découvre le vélo à 15 ans. La réussite est quasi immédiate. Des victoires chez les cadets puis chez les juniors, avec le titre de champion d'Île-de-France sur route, lui ouvre la porte du bataillon de Joinville, accueillant des jeunes sportifs devant effectuer leur service militaire. Durant celui-ci, il remporte le Tour de la Réunion et fait la rencontre d'Alain Galopin, son futur masseur et très grand ami. Laurent poursuit sa carrière amateur en 1981, en espérant décrocher un contrat pro. Et c'est sur le Tour de Corse de cette année-là qu'il tape dans l'œil du très grand Cyril Guimard, qui décide de l'engager dès 1982, au sein de la très célèbre équipe Renault Elf Gitane. Fignon sait tout de suite pour qui il devra travailler là-bas. Bernard, c'est toujours Bernard, et je reprendrai ma place. Car oui, à cette époque, le cyclisme mondial était dominé par le blaireau, raflant tout du sud de l'Espagne en 1978 jusqu'à Roubaix en 1980. Fini, la victoire est accomplie. À l'extérieur maintenant de Blamac, Hinault conserve la corde. De Blamac, voilà Boudino, devant Moser. De Meyer, encalcé en quatrième position. Maintenant c'est l'attaque du sprint, la dernière ligne droite. Hinault, toujours Hinault. Hinault devant de Blamac. De Blamac, Hinault, de Blamac, Hinault. Hinault gagne. Hinault gagne. 25 ans après Bison-Bonnet, victoire de Bernard Hinault. On n'y croyait plus. Bravo Hinault. Merci Hinault. Mais ce leadership bien établi ne le bride pas totalement. Il remporte dès sa première course à étapes le Critérium international, ce qui lui vaudra une sélection pour le Giro, où Hinault est attendu pour aller chercher un deuxième maillot rose, après celui de 1980. Un démarrage remarquable. Le jeune Parisien va même chercher le maillot rose. Bien qu'il ne le garde qu'une seule journée, le potentiel est là. Sur la suite du Tour d'Italie, le Francilien seconde à la perfection son leader, qui remporte haut la main cette édition, devant le plus italien des Suédois, Tommy Prim. Et rebelote en mai 1983. Hinault, en difficulté sur le début de la Vuelta, bénéficie du travail démentiel de Fignon sur le col de Serranios, mettant en difficulté les Espagnols Hierarreta et Grospe, alors en jaune, et malgré des douleurs au genou sur les derniers jours de course, le Breton s'impose, mais doit jeter l'éponge pour le Tour. Une chance pour le jeune Fignon de prouver sa valeur, lui qui vient de boucler la Vuelta, avec une 7e place au général et une victoire d'étape en prime. Mais ce début de Tour n'est qu'une succession de malchance, entre fringales sur le contre-la-montre par équipe, ampoules sur l'étape pavée ou conjonctivite. L'Intello se console néanmoins en suivant les meilleurs sur la dantesque étape des Pyrénées, comprenant les ascensions des cols d'Aubisque, du Tourmalet, d'Aspin et de Perresourde. Il se hisse alors à la 2e place du général, derrière Pascal Simon, bien trop fort pour l'instant pour n'importe quel concurrent. Cependant, Pascal Simon le sait. Maintenant, il devra composer avec Laurent Fignon, nouveau maillot blanc du Tour de France. Mais la réussite change de camp. Le lendemain, lors de la 11e étape, un accrochage qu'on qualifiera de douteux entre Bernard Bourreau, équipier de Pascal Simon, et Jonathan Boyer envoie au sol le leader au général, qui était alors dans la roue de son coéquipier. Terrible. Alors qu'il possédait plus de 4 minutes d'avance sur Fignon, Simon est victime d'une fracture de l'omoplate. J'ai eu peur car j'ai senti un craquement dans mon épaule et dès la remontée de mon vélo, j'ai essayé de soulever le bras mais j'ai vu que ce n'était pas possible et là j'ai pensé sérieusement à la fin du Tour de France. Mais l'Aubois ne se rendra pas sans combattre. Et quel combat!
contre lui-même d'abord, et une douleur électrisante ne lui permettant plus de se mettre en danseuse, puis contre le leader de la Renault Elf, qui confirme son regain de forme en reprenant plus de 3 minutes à Pascal Simon sur le chrono de la 15e étape, arrivant au Puy de Dôme. Et hélas, 2 jours plus tard, ce qui devait arriver arriva. Dans la côte de la Chapelle Blanche, en direction de l'Alpe d'Huez, c'en est trop. Pascal Simon abandonne et laisse les routes du Tour un temps sans maillot jaune. Un maillot qui passe sur les épaules d'un Laurent Fignon confirmant l'étendue de sa palette, en montrant ses capacités en chrono, en bosse et en montagne. Même si Peter Winen, André Arroyo et Lucien Van Impe essaieront de le mettre en danger, Laurent, solide, ira clôturer son tour, en remportant le dernier chrono long de 50 km, scellant sa première victoire sur le Tour. La France se trouve un nouveau héros en l'absence du mastodonte Hinault. Mais cette année 1983 verra un autre tremblement de terre se produire. Bernard Hinault, en froid avec Guimard depuis le début de l'année, et sûrement vexé de voir son directeur sportif lui préférer Fignon pour le futur, claque non sans fracas la porte de l'équipe Renault. Le Breton, déterminé, rentre en contact avec Tapi, et les deux hommes s'entendent rapidement, et créent l'équipe de la Vie Claire. Je peux annoncer cette bonne nouvelle, c'est que quand même je vais rester en France et que la personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très très bien, c'est monsieur Bernard Tapie. Le rendez-vous est pris. Les routes de juillet 84 seront brûlantes. Mais avant ce choc tant attendu, Fignon veut se parer de Rose. Il s'aligne sur le Giro à la mi-mai et profite de l'absence de Hinault toujours convalescent pour endosser le rôle de favori de l'épreuve. Mais un sérieux challenger se présente à lui. Le récent recordman de l'heure, Francesco Moser, arrive sur ses terres pour tenter une énième fois de remporter son tour national qui lui échappe depuis toujours et 3 podiums entre 1977 et 1979. Comme attendu, le Transalpin remporte le prologue inaugural. Mais ce que l'on attendait moins, c'est le chrono par équipe le jour suivant, qui permit à Fignon de ravir la tunique de leader, à un Moser qui, on le sait, sera en difficulté dès que la route s'élève face à ce Fignon virevoltant. Et oui mais non, le problème c'est que Fignon coince sur le blocos et perd 2 minutes sur Moser. Rien de grave me diriez-vous, il reste encore 2 semaines de course et une ascension du Stelvio. Et oui mais non, après déjà des pénalités litigieuses à l'encontre de Fignon au cours de la 2e semaine, les organisateurs, qui sentent que le Giro échappe une nouvelle fois à la star italienne, décident de modifier la 18e étape et retirent le Stelvio de celle-ci. Et ce n'est pas fini, parce que même malgré ça, Laurent, au prix d'un baroud d'honneur énorme, retrouve le rose au terme de la 20e étape. Insuffisant, lors de l'ultime chrono face à Moser, et un hélicoptère volontairement placé devant lui, pour le ralentir,
le francilien craque. Guimard fulmine, mais remobilise Fignon, qui s'en va chercher pour se défouler, son premier et seul titre de champion de France à Ploué. C'est sans doute le plus beau champion de France qu'on pouvait rêver, qu'on pouvait imaginer. Ici même, voilà, il est heureux. Laurent Fignon, champion de France. Arrive le tour, tant attendu, où il sera leader d'une équipe monstrueuse sur le papier. Avec le champion du monde Lemon, les frères Madio, ou encore Pascal Poisson, l'Arnaud Elf a fière allure et devra faire face à la fois à Sean Kelly, écrasant tout sur son passage cette saison, et au retour d'Hinault dans sa toute nouvelle équipe de la Vie Claire. Le revenant semble pendant un temps avoir du répondant. En effet, le blaireau remporte le prologue de Montreuil et enfile le premier maillot jaune. Mais on peut déjà l'annoncer, il ne le gardera qu'une seule journée. Car la suite, c'est du tableau noir pour la team de Guimard. Victoire d'étape de Marc Madio le 3e jour, puis le lendemain, victoire sur le chrono par équipe. Puis plus étonnant, la prise de pouvoir de Vincent Barthaud lors de la 5e étape. Le Normand, coéquipier de Fignon, gardera 12 jours le maillot jaune, permettant à son jeune leader de ne pas trop prendre la lumière et d'avancer dans l'ombre. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est resplendissant ce champion? Il écrase le chrono de la 7e étape et n'est battu que par Millard au sommet de Guzeneige. Il tape une nouvelle fois un grand coup en remportant le chrono en côte de la Ruchère. Hinault et les autres sont loin d'un champion au sommet de son art. Mais même vaincu, le titan breton veut finir avec panache. Il fait tout exploser dans le col du Coq au cours de la 17e étape arrivant l'Alpe d'Huez. Sans effet, Fignon saute sur tout ce qui bouge et prend la bonne roue, celle du Colombien Herrera finalement vainqueur de l'étape devant le Français de 23 ans qui se part de jaune et laisse sur place un Hinault, fébrile comme jamais. Con sal de frutas Lua, el producto especializado para el estómago. Sal de frutas Lua, alivia el malestar estomacal de una. ¡Mira qué lámina! ¡Qué remate tan formidable el de Lucho Herrera! Fue virar hacia atrás, darse cuenta que le podía... Tout en haut, les superlatifs manquent pour qualifier ce coureur qui coche toutes les cases. Le lendemain, on aura le droit sur les routes de la Plagne à un récital, une partition parfaite et un bouquet final qui restera dans les annales. Fignon démarre, personne pour suivre.
Après ça, il conclura le chef-d'œuvre par de nouveaux succès d'étape à Crans-Montana en Suisse et à Villefranche sur l'ultime chrono. Une arrivée sur les champs pour la deuxième fois consécutive en jaune. Trop beau, trop bon. Les suiveurs lui en prédisent d'autres. On peut dire qu'il arrivera encore une fois en jaune sur les champs, mais pas forcément pour le plus beau des dénouements pour nous Français, mais qui sera, assurément, celui qui restera dans les mémoires. Mais Fignon n'en est pas encore là. Il savoure un succès écrasant sur Hinault, à plus de 10 minutes au général. Un plaisir qui s'estompera un peu au championnat du monde, où les Français ultra favoris voient Hinault et Fignon abandonnés, sous la chaleur de plomb du parcours de Barcelone. Un abandon qui donnera le ton de son année 1985, pourtant prometteuse, avec un podium sur la Flèche Wallonne et un top 5 sur la Doyenne. Fignon, blessé au tendon d'Achille, doit renoncer au Tour de France et se faire opérer. Il voit alors son meilleur ennemi triompher. Rageant, frustrant, comme son année 1986, où seule une magnifique victoire sur la Flèche Wallonne viendra donner de l'ampleur à des résultats en dents de scie. Mais ça y est, après une année de transition dans son équipe Système U venue remplacer Renault comme sponsor, Fignon retrouve le devant de la scène en 1987, deuxième de l'étoile de Bessèges, puis victorieux de 2 étapes sur Paris-Nice. Il aborde en favori la Vuelta, où le Colombien Herrera sera son plus gros adversaire. Cela se confirme vite. Herrera écrase Fignon sur les premières étapes de montagne. Y en Covadonga no hace ese calor, ese sol tórrido que los colombianos, y él en concreto, necesitan de una forma especial. Mais le leader de la Système U reviendra dans la partie. Un peu tard. Malgré cette victoire sur la 19e étape, il sera devancé par l'Allemand Redmund Jensen et Luis Herrera, qui amène à son pays un premier grand tour. Fignon dira par la suite que l'équipe du petit grimpeur colombien l'aurait racheté pour qu'il n'attaque pas le leader de la Café Colombia. Attaque démentie fermement par l'accusé, ce qui alimentera par la suite une rancœur des coureurs hispaniques envers le francilien, pas toujours tendre avec eux. Moyen sur le début du tour, Fignon terminera bien en remportant la 21e étape. Mais alors que tous les voyants sont au vert pour aborder la saison 88, Laurent est touché de plein fouet par le décès de Pascal Jules, grand artisan de ses victoires en 1983 et 1984. Bouleversé, il attaque cette nouvelle année le couteau entre les dents, en se préparant spécialement pour les classiques du printemps. 5e de Paris-Nice, le francilien vise maintenant Milan-San Remo. Une belle montée de la Cipressa permet aux favoris de s'isoler, parmi lesquels on retrouve Fignon, qui devra distancer Kelly ou Van Der Poel dans le Poggio avant un possible sprint au final. Ce sera finalement, avec un démarrage puissant dans le Poggio qui fit la différence sur les autres, à l'exception d'un petit nouveau, Mauricio Fondriest. Ils ne seront pas revus, et se joueront la victoire sur la Via Roma, un sprint long, intense, et un premier monument pour l'un de ces deux coureurs.
Une course parfaite de la part d'Il Professore, comme on le surnomme en Italie. 13e du Tour des Flandres, il rêve maintenant de Paris-Roubaix, dont il prendra part pour la première fois. Un Paris-Roubaix sans ultra favori. Fignon, pourtant fort, mais trop attentiste, laisse partir le bon coup. Dirk de Moll remporte son premier succès professionnel, au sprint, face au Suisse Wegmüller. Laurent le sait, il a sûrement laissé passer sa seule chance de soulever le pavé, trophée de la plus mythique course du nord de la France. La frustration est présente. D'autant plus que la suite de sa saison le sera aussi. Un ténia l'affaiblira et l'empêchera de finir le tour, un deuxième abandon en 3 ans. Inquiétant. Une inquiétude qui ne s'estompera pas lors de Paris-Nice 1989, où des problèmes gastriques le poussent encore à l'abandon. Il arrive sur la pointe des pieds à Milan pour la Primavera, mais tout de même en tant que tenant du titre. Encore une fois, la Cipressa est gravie à toute allure, 7 coureurs se détachent. Parmi lesquels un grand blond, qui ne veut pas attendre la dernière ligne droite pour faire la différence. Le Poggio, qu'il connaît maintenant bien, sera le moment de vérité de la journée. Un doublé inédit. Aucun Français n'avait gagné 2 fois la Primavera. Une science de la course parfaite, comblant un manque de puissance de sa jambe opérée 4 années plus tôt, lui permet de revenir au devant de la scène, juste avant le Giro, où il compte bien briller. Une course où il est bien difficile de faire ressortir un favori. Herrera, le tenant du titre Hemsten, Lehmann, Eric Breukink et bien sûr notre Intello vont se livrer bataille sur les routes italiennes. Cependant, on verra plus clair après l'Etna et le premier chrono. Lehmann explosera dans l'ascension du volcan et Hemsten laissera filer Fignon et Breukink durant l'exercice chronométré entre Pesaro et Riccione. Arrivent maintenant les Dolomites que redoute Fignon, qui depuis 1986 a toujours cédé face aux meilleurs grimpeurs lorsque les ascensions se succédaient sur les contours. Des doutes balayés au Trecime di Lavaredo, Fignon n'explose pas. Il prend l'ascendant sur Breukink, en prenant le sillage d'un Herrera, aérien comme à son habitude quand la route s'élève. Para cruzar la línea de meta, acaba de entrar Logan Fignon. Logan Fignon, 1 minuto 2 segundos a 1.5. Tendance qui se confirmera le lendemain. Dans le froid récurrent du Giro, Laurent attaque de loin et fait exploser Stephen Roche et une nouvelle fois Breukink qui doit céder le rose aux Français, déterminés à laver l'affront du Giro 1984. Cette étape aura aussi eu le mérite de révéler le nom du véritable rival de Fignon sur ce Giro, Flavio Gipponi. Ayant déjà terminé 2 fois dans le top 5 du Giro, remporte une étape cruciale et met la pression sur Fignon. Un Fignon, tout heureux de voir la 16e étape très montagneuse être annulée, ce qui ne l'empêchera pas de fléchir sans rompre sur le chrono en côte de la 18e étape, voyant Gipponi lui reprendre 40 secondes et revenir à presque 1 minute 30 du leader de la Système U. Heureusement, Il Professore confirme qu'en cette année 1989, il faudra compter sur lui, et remporte la 20e étape, à la Spezia, au sprint s'il vous plaît. Il y devance, comme en 1988 sur la Via Roma, un Fondriest, pas encore au firmament de sa carrière. Lors de l'ultime chrono, Laurent gère, et vient conclure 3 semaines où il aura dû s'employer. Ce succès le place forcément parmi les favoris du Tour 1989, au même titre que le vainqueur sortant Pedro Delgado, mais un invité presque surprise s'immiscera dans cette lutte pour la rendre légendaire.
Premier jour, premier retentissement. Delgado arrive avec 2 minutes 40 de retard sur la rampe de lancement du prologue inaugural. Un retard qui s'accentuera par sa mauvaise performance sur le chrono par équipe remporté par l'équipe Système U de Laurent Fignon, qui semble, sans être rentré dans la montagne, le favori le mieux placé pour remporter le Tour. 5e jour, arrivée des coureurs en France après quelques jours passés au Luxembourg et en Belgique. Le chrono de Rennes verra la résurrection d'un coureur qu'on croyait perdu 2 ans plus tôt pour le sport. Greg LeMond écrase le chrono sur un vélo de triathlète, innovation pour l'époque, et le tout sous des conditions climatiques plus que difficiles. L'Américain réendosse pour la première fois depuis 1986 le maillot jaune, mais rien n'est fait. 7 secondes le séparent d'un Fignon en mission, direction les Pyrénées. Après une première étape montagnarde remportée par Indurain, les choses sérieuses commencent avec l'arrivée à Super-Bagnères. Fignon est vite en difficulté, mais résiste. Et pendant que Delgado refait une partie de son retard et revient dans le jeu pour le général, ce qui semblait impossible lors des cols précédents se réalise. Le Français, sans vraiment attaquer, lâche le natif de Lakewood. Il lui ravit à cette occasion le maillot de leader. Fignon en jaune, de bons souvenirs remontent en tête. Le début d'une passe d'armes historique. La suite dans les Alpes et un chrono en côte à Orsières-Merlette, où une nouvelle fois LeMond avec son vélo de triathlète reprend plus de 50 secondes à un Laurent fatigué, cédant le maillot jaune. Une première pour lui. Mais ce n'est que pour une courte durée, le duel n'est pas fini. Et quel beau terrain de jeu que l'Alpe d'Huez pour se livrer bataille. Groupés au pied, les favoris, épuisés par une étape menée tambour battant, hésitent à attaquer. Jusqu'à ce que Guimard, toujours directeur sportif de la Système U, ordonne à Fignon d'attaquer, voyant LeMond faillir. Fignon se lève alors sur les pédales, cheveux au vent, avec le seul Delgado dans la roue. Mais c'est Laurent Fignon qui fait l'exploit du jour pour l'instant. Fignon lancé comme une bombe. Robert, grand moment du Tour de France. Fignon va peut-être reprendre le maillot jaune. S'effondre à son tour. Attention, grand moment du tour là. LeMond est en train de s'effondrer. Laurent Fignon, maillot jaune du Tour de France. Ça fait plus que nous. Maintenant on va compter les secondes. Décidément, Laurent aime cette montée. Et retrouve comme en 1984 le maillot jaune au sommet de ce mythe. 26 secondes le séparent de LeMond. Un ascendant et un regain de forme se confirmant le lendemain à Villard-de-Lans. Laurent Fignon, en confiance, attaque et tient en respect un groupe de favoris médusés, devant reconnaître le très probable futur sac de Fignon. C'était sans compter sur l'ultime chrono arrivant sur les champs. Pourquoi un contre-la-montre et pas une étape en ligne? Ça aurait été tellement plus simple. LeMond, dépassé en haute montagne, vole au-dessus des pavés et reprend du temps sur le leader français. L'écart se resserre. LeMond passe la ligne. Meilleur temps à la clé.
Le Tour du Français ne tient plus qu'à un fil. Au sprint, la douleur au corps, il finit en donnant tout. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Et c'est d'un fil qu'il perd tout. Effondré sur la ligne, il se demande sûrement ce que c'est 8 secondes sur 3285 km et 3 semaines d'une lutte acharnée. « 8 secondes. Plus petit écart jamais vu sur le Tour, rendant encore plus iconique cette édition déjà folle, où 3 anciens vainqueurs se retrouvent sur le podium. Car oui, malgré un retard important en première semaine, Delgado finira 3e, à un peu plus de 3 minutes des 2 anciens de chez Renault. Imaginez s'il avait pris le départ du prologue à l'heure. Toujours utile que Fignon, dans un très beau sursaut en cette année 89, montera une dernière fois sur le podium du Tour. Car oui, notre champion on dirait donner tout ce qu'il avait. La nouvelle génération des Bugno, Indurain et autres Capucci arrivent et ne laisseront que des miettes au professeur qui relèvera encore une fois les bras sur le Tour. En Alsace, après un baroud d'honneur admirable dans le grand ballon. Une victoire, les cheveux bien qu'éparses laissés au vent, et un sourire qui n'aura laissé personne indifférent. Laurent Fignon, acclamé, ovationné par le public de Mulhouse. Grand moment pour Laurent Fignon. Victoire française, après de Lyon, après Jalabert, après Arnoux. Il a remporté cette victoire, c'est fait maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Ne vous retournez pas Laurent, ce n'est pas la peine. Victoire de Laurent Fignon qui va prendre quelques poignées de secondes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cela. La victoire du Cap, le succès de Laurent Fignon. Car Laurent, c'était aussi ça, une gueule, un caractère, un franc-parler qui plaisait au public et un peu moins aux journalistes, parfois remballés par le champion. Un grand coureur sur le vélo, sur les plateaux télé et dans son combat contre le cancer, qu'il aura emporté en août 2010. Ce fut une légende de son sport, tout simplement.